Chers amis, dans une semaine, nous serons appelés à voter pour désigner nos députés. Il faudra voter le 30 juin et peut-être aussi le 6 juillet. Soyez présents et sinon, donnez votre procuration à une personne qui ira voter. Béalotra et les institutions politiques. La paracha de la semaine rapporte le processus par lequel Dieu accorde à Moïse l'aide de 70 anciens. Mais Dieu prévient Moïse qu'il répartira une partie de l'esprit prophétique de Moïse sur ses anciens. Pourtant, Moïse avait déjà nommé, suivant le conseil de son beau-père Yitro, des responsables de 10, 50, 100 et 1000 dans chaque tribu. Mais visiblement, cette organisation de type militaire n'a pas bien fonctionné, ou n'a fonctionné que dans un seul sens, du haut vers le bas. Et elle n'a pas aidé Moïse à éviter les multiples contestations auxquelles il a dû faire face dans le désert. Tout leader, aussi intelligent soit-il, serait bien avisé de s'entourer de conseillers sages, expérimentés, qui ne soient pas des courtisans, et de les consulter avant de prendre des décisions graves. La parashat Béalotra évoque 3 situations de contestation mettant Moïse en difficulté. Première contestation dont le motif n'est pas indiqué, mais qui pourrait concerner les étapes rapprochées de voyage dans le désert, provoque la colère de Dieu qui envoie un feu dévorer l'extrémité du camp des Hébreux. Selon un motif bien connu, le peuple se plaint à Moïse et lui demande d'intercéder auprès de Dieu pour que cette plaie cesse. Moïse s'exécute, Dieu met fin à la plaie, le feu s'éteint et tout rentre dans l'ordre. Tout rentre dans l'ordre? Pas vraiment, car immédiatement après, une seconde contestation éclate. C'est le Erev Rav, la racaille du peuple, qui réclame de la viande et affiche son dégoût pour la manne, cette nourriture que Dieu envoie aux Hébreux et qui tombe du ciel tous les jours de la semaine. Le Erev Rav, cette frange de la population qui s'est jointe aux Hébreux, n'a jamais adhéré au projet de la Torah. Elle est versatile. À la moindre difficulté, elle déclare qu'elle veut retourner en Égypte et monte le peuple contre Dieu. Elle renverse les valeurs. L'Égypte devient le bien et Canaan le mal. Elle révise et transforme l'histoire. L'Égypte devient le pays où règne l'abondance et Canaan, un pays dangereux et maléfique, tout à l'opposé de la terre promise où coule le lait et le miel. Cette contestation, impulsée par une minorité, s'étend comme une traînée de poudre dans tout le camp. Tous les clans se retrouvent devant leur tente, contaminés par cette contestation injustifiée. Cette fois, c'en est trop pour Moïse, qui éclate et demande à Dieu de le décharger de sa mission. Son découragement atteint un niveau tel qu'il demande à Dieu de le tuer plutôt que de poursuivre sa mission. Dieu va reprendre la main et sans doute pas de la manière que Moïse attendait. Il n'est pas question de décharger Moïse de sa mission, ni de modifier le caractère et le comportement des Hébreux. Dieu va adjoindre à Moïse 70 anciens qui vont l'aider dans sa mission. Mais pour cela, il devra renoncer à une partie de son esprit prophétique qui sera partagée avec ces 70 anciens. Après quoi, Dieu enverra des cailles qui s'abattront sur le camp des Hébreux, qui pourront en manger pendant 30 jours, au point de s'en dégoûter. Une troisième contestation est alors mentionnée dans la paracha. Myriam et Aaron médisent de Moïse en critiquant le choix que Moïse avait fait de son épouse. Elle était midianite. De plus, ils contestent le rôle exclusif de Moïse, car ils estiment avoir eux aussi accès à la prophétie. Dieu se met en colère contre Myriam et Aaron, prend la défense de Moïse et affirme le caractère unique de sa relation avec Moïse, qui est directe, comme de bouche à bouche, sans énigme et sans médiation. Voici la lecture traditionnelle de ces épisodes, mais il est possible d'avoir une lecture différente, fondée sur les apports de la psychologie moderne. Arrête-moi ou je fais un malheur. La révolte de Moïse peut s'expliquer sur un plan psychologique.
Moïse ne supporte plus le jeu toxique dans lequel il se sent enfermé, avec des séquences répétitives qui se succèdent. Cette situation où chacun des trois partenaires, le peuple, Moïse, Dieu, joue les mêmes partitions, a été décrite par une branche de la psychologie moderne que l'on appelle l'analyse transactionnelle et qui a été développée par le psychologue américain Eric Berne. Le scénario que l'on retrouve à de multiples occasions dans le désert pourrait s'appeler « Arrête-moi ou je fais un malheur ». Ce scénario comprend les phases suivantes. Premièrement, le peuple défie Dieu. Deuxièmement, Dieu se met en colère et annonce à Moïse qu'il va détruire le peuple. Troisièmement, Moïse implore Dieu de renoncer à son projet funeste. Et quatrièmement, Dieu renonce à son projet, le peuple est épargné, seuls les meneurs ou une partie des coupables est puni. Cet enchaînement prédictif et répétitif constitue, selon l'analyse transactionnelle, un jeu psychologique qui est amené à se reproduire tant que l'un des acteurs y trouve son avantage. Mais ces jeux sont destructeurs car l'un des acteurs tente de piéger les autres, qui ressentent un malaise tant qu'ils n'ont pas identifié les ressorts de ce jeu et tant qu'ils n'ont pas trouvé le moyen de mettre fin à cette forme de manipulation. Le triangle de Karpman. L'un de ces jeux a été modélisé par Stephen Karpman et porte le nom de triangle dramatique ou triangle de Karpman. Ce triangle est composé de 3 rôles, victime, sauveur, persécuteur. À chaque pointe du triangle se trouve un rôle, une personne dans celui de la victime, une autre dans celui du sauveur et une troisième dans le rôle du persécuteur. On peut observer que ce jeu se joue fréquemment à 2, avec un tiers symbolique. Une personne qui se déclare victime, prétextant être maltraitée ou menacée par un persécuteur, réel ou imaginaire, appelle à l'aide une personne qui accepte de toute bonne foi de l'aider, et qui va donc endosser le rôle de sauveur. Mais dès que le sauveur aura endossé son nouveau rôle, la victime va lui demander beaucoup plus, de l'assister, de la prendre en charge en la culpabilisant si le sauveur refuse ou s'il n'en fait pas assez. Et c'est ainsi que la victime devient persécuteur et que le sauveur devient victime. Les rôles dans un triangle de Karpman sont instables et changeants. Le persécuteur initial est en général imaginaire et sert d'appât à la victime pour attirer le sauveur. Le sauveur étant généralement une bonne personne, a du mal à se dégager de cette situation dont elle ne prend conscience que tardivement, après avoir été exploitée et culpabilisée par la victime. La recommandation que l'on doit donner à un sauveur qui découvre qu'il a été exploité par une victime abusive et qui veut trouver une issue à ce jeu est de sortir du jeu. C'est très exactement ce que Moïse va faire, car il n'y a pas d'autre moyen d'arrêter ce jeu. Et Dieu accepte de laisser Moïse sortir du jeu. Désormais, ils seront 70 à faire face au processus qui consiste à provoquer Dieu, puis à demander à Moïse d'implorer Dieu pour qu'il pardonne aux fauteurs, sans que les fauteurs ne renoncent à leur comportement pervers. Jacob, Ésaü et Laban, un autre triangle de Karpman. Les relations entre Jacob, Ésaü et Laban constituent un autre exemple de triangle de Karpman. Jacob a volé la bénédiction d'Ésaü qui jure de tuer son frère. Ésaü est donc le persécuteur. Jacob a volé la bénédiction d'Ésaü qui jure de tuer son frère. Ésaü est donc le persécuteur et Jacob est la victime, qui va se réfugier auprès de son oncle Laban qui lui offre son secours. Laban est donc le sauveur. Mais Laban va tromper et exploiter Jacob. Laban devient donc le persécuteur et Jacob se trouve coincé entre 2 menaces, celle d'Ésaü et celle de Laban. Jacob vit de plus en plus mal cette situation jusqu'à ce qu'il décide de sortir du jeu en s'enfuyant de chez Laban, qui se lance alors à sa poursuite. Mais Dieu empêche Laban de faire du mal à Jacob. Laban scelle une alliance avec Jacob et sort du jeu, on n'entend plus parler de lui. Jacob et Ésaü se réconcilient. Fin du jeu. Mais un jeu encore plus dramatique reprendra à la génération suivante entre Joseph et ses frères. Ce jeu les conduira en Égypte où ils resteront esclaves pendant 210 ans
avant que Dieu ne les délivre en envoyant Moïse chez Pharaon. Et là encore, un autre jeu commencera entre Pharaon, le persécuteur des Hébreux, Moïse, le représentant des victimes, et Dieu, le sauveur d'Israël. Mais ça, c'est une autre histoire. Shabbat Shalom.